Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu te demandes comment certains entrepreneurs arrivent à te vendre tout et n'importe quoi. Eh bien moi aussi, je me suis longtemps posé la même question. Et après pas mal de recherches, je suis tombé sur 4 principes psychologiques très puissants. Ces principes sont tirés du livre de Robert Cialdini, Influence et manipulation, un best-seller mondial que beaucoup d'entrepreneurs connaissent et utilisent dans leurs activités. Et j'ai moi-même pu utiliser ces principes pour développer mon business à plus de 5 chiffres par mois. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de te les partager pour que toi aussi tu puisses t'en servir, vendre plus facilement et pouvoir développer ton business. Allez, c'est parti. On part tout de suite avec le premier principe qui commence donc par un R, qui est le principe de réciprocité. Donc la réciprocité, c'est quoi le principe de réciprocité? Pour faire simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre directement un énoncé du livre pour pouvoir te dire ce que Robert Cialdini lui-même a pu dire. Donc il a dit, le principe de réciprocité. La règle est qu'il faut s'efforcer de payer de retour les avantages reçus d'autrui. Si quelqu'un nous rend service, nous devons lui rendre service. Cette règle crée un sentiment d'obligation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un nous rend service, on va se sentir obligé de lui rendre service en retour. Imaginons quelqu'un va nous prêter un stylo ou alors va nous aider à déménager. Ce qui se passe, c'est que si cette personne nous demande après une autre faveur, nous allons être plus enclins à faire cette faveur-là. Alors le principe de réciprocité, qu'est-ce que ça veut dire en vente? Ça veut dire que si on apporte de la valeur en premier, la personne va se sentir obligée, entre guillemets, de dire oui à notre prochaine demande. En gros, en apportant de la valeur en premier, on augmente nos taux de vente. Donc pour faire ça, on va donner quelques exemples. Donc le premier exemple, c'est un vendeur de tickets. Il vendait ses tickets 10 € et il allait voir plusieurs personnes en essayant de leur vendre les tickets. Donc il a essayé une première fois juste en vendant les tickets directement. Donc il a obtenu un certain taux de vente. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce qui s'est passé ensuite qui nous intéresse. C'est que avant de vendre les tickets, il a offert une canette de coca. Il a donc offert cette canette de coca à différentes personnes et lui ont ensuite demandé d'acheter les tickets. Ce qui s'est passé là, c'est que la deuxième configuration, c'est-à-dire où la personne donnait d'abord un Coca-Cola avant de vendre un ticket, il a eu 2 fois plus de ventes. Pourquoi? Parce que ça vient du principe de réciprocité, que quand les gens reçoivent de la valeur en premier, ils se sentent plus enclins à dire oui à la prochaine demande. Donc quand ils ont reçu un Coca-Cola, ils se sont dit bah tiens, il m'a donné un Coca-Cola, c'est vrai que ça pourrait être quand même sympa de lui acheter un ticket. Ok? Ça passe entièrement par le principe de réciprocité. Et c'est comme ça qu'on peut l'utiliser en vente pour avoir encore plus de ventes. C'est aussi pour ça que les magasins, par exemple de parfumerie, vous offrent des échantillons avant de vous faire acheter un parfum. Avec cet échantillon, vous pouvez obtenir de la valeur gratuite, vous pouvez sentir le parfum, le tester, et ensuite, étant donné que vous l'aimez bien et que vous avez reçu cette valeur en premier, vous vous sentez plus enclin à acheter le parfum. J'ai aussi envie de donner un dernier exemple par rapport à la réciprocité qui image très bien ça. C'était pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, il me semble. Donc il y avait la guerre entre les Français et les Allemands, et à un moment, un Allemand a découvert un Français qui était en train de manger. Le Français n'avait pas d'armes, il n'avait rien du tout. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il était tellement perdu, il savait pas quoi faire, qu'il lui a juste offert son pain. Il a dit bah tiens, tu veux du pain? Voilà, prends le pain. Le pain était donc une ration, c'était quelque chose de très rare quand même à l'époque, surtout pendant la guerre. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que le soldat allemand ayant reçu le pain, s'étant fait offrir le pain, a essayé de laisser le Français tranquille et de repartir sur son chemin. Là, on a pu voir un exemple très puissant de la réciprocité. C'est-à-dire que le soldat allemand qui était venu pour exterminer le soldat français l'a laissé tranquille juste à cause du principe de réciprocité. Juste parce que le soldat français lui a offert son pain, lui a offert de la valeur en premier, le soldat allemand a décidé de le laisser tranquille par le principe de réciprocité. Donc le principe de réciprocité, très simple, on offre de la valeur en premier, on reçoit de la valeur en retour. Ensuite, un détail très important par rapport à la réciprocité, c'est que ça favorise les échanges inéquitables. Imaginons, je suis avec un ami à moi, j'ai décidé de lui prêter un stylo. Ok, j'ai prêté un stylo et donc là, le principe de réciprocité va commencer à marcher. Ensuite, 2 jours après, je lui ai demandé, tiens, est-ce que tu peux m'aider à déménager? Il a toujours en tête que je lui ai prêté ce stylo. Donc là, il y aura plus de probabilité à ce qu'il dise oui pour m'aider à déménager. On voit que le fait de donner un stylo et le fait de déménager, c'est des efforts considérablement différents, d'accord? Aider à déménager, ça va prendre quelque chose d'une après-midi. Donner un stylo, ça donne 5 secondes, il faut juste avoir un stylo. Mais avec le principe de réciprocité qui favorise les échanges inéquitables, ça peut se passer, d'accord? Au niveau de la psychologie, c'est juste une faveur contre une faveur. Et ça nécessite pas vraiment de comparer la taille et les efforts des faveurs. Donc en vente, comment vous pouvez l'utiliser facilement? Vous pouvez utiliser ce principe de réciprocité et les échanges inéquitables en pouvant par exemple apporter un lead magnet, d'accord? De la valeur gratuite, un conseil gratuit et utile. Et après ça, la personne va se sentir obligée, entre guillemets, d'accord? C'est pas 100% obligé, mais quoi qu'il en soit, ça incite la personne à acheter votre produit, d'accord? Vous offrez de la valeur en premier et ensuite la valeur se dit, bah tiens, il m'a donné toute cette valeur-là gratuitement, je vais pouvoir lui donner quelque chose en retour. C'est le principe de réciprocité qui marche. Et donc même si vous avez donné un petit peu de valeur, quoi qu'il en soit, par les échanges inéquitables de la réciprocité, il va ensuite pouvoir acheter votre produit qui est un effort bien plus considérable que juste donner de la valeur gratuitement. Alors maintenant, dans le principe de réciprocité, il y a une technique qui est très puissante, c'est la technique qu'on appelle de rejet-retrait, d'accord? Ou alors les doubles concessions. Ça a les deux noms, rejet-retrait, double concession. Ok, donc la technique du rejet-retrait, c'est quoi? En fait, le but, c'est de présenter d'abord une grosse requête qui va probablement être refusée, d'accord? Donc on présente par exemple une énorme requête et on sait que la personne va refuser cette requête-là. Et ensuite, on va présenter une plus petite requête qui est celle qui nous intéresse vraiment.
Et donc celle-là a beaucoup plus de chances d'être acceptée. Imaginons, je vous dis, tiens, il y a ce produit-là, il est à 10 000 euros. Vous allez me dire, putain, c'est super cher. Ah non, non, je peux pas. C'est une demande qui va probablement être refusée. Si on fait pas ça, on enlève juste un petit truc et on a ça qui est juste à 1000 euros. D'accord? Ça, c'est la requête qui m'intéresse vraiment. Et donc ça aura beaucoup plus de chances d'être accepté par la plupart des personnes. Donc en fait, c'est ça, la technique de rejet-retrait ou double concession, ça fait qu'on présente une grosse requête où on sait que ça va être refusé. Ensuite, on propose une plus petite requête et celle-là, elle nous intéresse vraiment et va avoir beaucoup plus de chances d'être acceptée. Et en fait, ça va être une concession qu'on va faire. On va dire, bon, d'accord, ok, on fait pas ça, mais par contre, peut-être qu'on peut faire ça. Et donc ça implique des concessions réciproques. La personne va se sentir plus responsable de son choix. Ça veut dire qu'elle a pu choisir exactement ce qu'elle voulait et ensuite, ce qui fait qu'elle paraît plus satisfaite. Donc avec cette technique de rejet-retrait, ça fait que la personne se sent plus responsable de son choix. Et donc derrière, on va le voir plus tard, mais elle se sent plus engagée dans son choix. Et en plus de ça, elle est plus satisfaite de son choix. Ce qui fait que ça va être un client qui va être beaucoup plus satisfait de son expérience. Donc dès le début de la vente, on peut faire en sorte que notre client soit déjà satisfait de notre collaboration. Et c'est à ça que sert le principe de réciprocité. Donc pour donner un exemple rapide de la technique de rejet-retrait qui est arrivée dans la vraie vie, on prend l'exemple de Robert Cialdini, celui qu'il a illustré dans son livre. Donc Robert Cialdini marchait dans la rue et tout d'un coup il croise un scout. Ce scout essayait de vendre des billets à 5 $. Il donc demande à Robert Cialdini, est-ce que vous voudriez acheter un billet à 5 $? Robert Cialdini évidemment dit non. Voilà, il n'a pas envie d'acheter un billet, surtout 5 $, c'était quand même assez cher. Le scout dit bon, d'accord. Alors par contre, est-ce que vous aimeriez acheter une barre de chocolat à 1 $? Donc là on a vu qu'il y avait la première requête irraisonnable qui est probablement refusée. Et ensuite il y a de la deuxième offre qui est une barre de chocolat à 1 $. Robert Cialdini a donc pris 2 barres de chocolat à 1 $ et ayant donné au scout 2 $. Ce qui est vraiment intéressant et comment on voit que le principe de réciprocité marche vraiment, c'est que Robert Cialdini n'aime même pas le chocolat. Il n'aime même pas les barres de chocolat et pourtant il lui a acheté 2 barres de chocolat uniquement parce que le scout a utilisé la technique de rejet-retrait. Ce qui fait que derrière, le principe de réciprocité a pu marcher et Robert Cialdini s'est donc senti obligé d'acheter quelque chose à ce scout-là. Donc première offre qui est les billets à 5 $, qui a donc été refusée en premier. Et ensuite la deuxième offre qui est donc l'offre qui intéresse vraiment le scout, qui est les barres de chocolat à 1 $. Et donc ça qui a été acheté. Donc technique de rejet-retrait, une première offre qui est probablement refusée. On dit ok, très bien, vous voulez pas celle-là, alors peut-être que vous voudrez celle-là. On propose une offre qui est plus petite, mais qui va donc être sûrement acceptée. Très bien, bon, on a fini avec le principe de réciprocité. On va passer maintenant au deuxième principe, qui est le principe de sympathie. Alors le principe de sympathie, c'est quoi ? Encore une fois, on va prendre un énoncé qui est directement du livre Influence et manipulation de Robert Cialdini. Le principe de sympathie, la capacité à effectuer une action, parfois à notre insu, car nous apprécions la personne qui nous le demande. La sympathie que nous avons pour cette personne nous pousse à effectuer une action spécifique. Là, en fait, c'est très simple. Si on apprécie quelqu'un, il y aura plus de probabilité à ce qu'on fasse ce que lui nous demande. On apprécie quelqu'un, on a de la sympathie envers quelqu'un, et donc on peut dire oui plus facilement à cette personne. Il y a des exemples très simples du principe de sympathie. Un exemple qui est l'un des exemples les plus connus, c'est ce qu'on appelle les réunions Tupperware. Vous connaissez tous maintenant ce qu'on appelle les petites boîtes de déjeuner, qu'on appelle les Tupperware. En fait, Tupperware est donc une entreprise et ils ont organisé les réunions Tupperware pour pouvoir vendre leurs produits. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils demandaient à quelqu'un dans une résidence d'organiser une réunion Tupperware en invitant tous les voisins. Lors de cette réunion, la personne essayait de vendre différents produits Tupperware tout en les présentant. D'accord? Donc elle présentait son nouveau Tupperware de 5 litres qui peut faire ça, qui est très bien isolé, tout ça. Elle présente un petit peu tout et donc ensuite elle proposait d'acheter ces produits-là. Pourquoi? Parce que derrière elle gagnait une commission. Mais la magie et le génie derrière ces réunions Tupperware, c'est que ça faisait marcher le principe de sympathie. La personne qui invitait tous ses voisins était généralement aimée par ses voisins. Et donc quand elle les invitait tous et qu'elle leur demandait d'acheter tel ou tel Tupperware, généralement, ces demandes avaient plus de probabilité d'être acceptées. Ce qui fait que le taux d'achat dans les réunions Tupperware était généralement très élevé. Pourquoi? Parce que ça faisait marcher le principe de sympathie. Les personnes aimaient la personne qui vendait et donc avaient plus de probabilité d'acheter avec cette personne. Un autre exemple vient directement des États-Unis. C'est le meilleur vendeur de voitures du monde. Joe Girard était vendeur de voitures à Chevrolet à Détroit. Et Joe Girard a dit une seule phrase qui peut englober tout le principe de sympathie. Ce qu'il a dit est très simple. Il a dit ils ont un vendeur qu'ils apprécient et un bon prix. Avec ça, l'affaire est faite. Ça vient du meilleur vendeur de voitures du monde. Il vendait plus de 6 voitures à la journée. Pour un vendeur, en plus à la commission, c'est quelque chose d'énorme. Et donc Joe Girard faisait marcher en grande partie le principe de sympathie. Il était très aimable avec ses clients et il était généralement très apprécié de ses clients. On va le voir après, mais il a fait d'autres exemples qui augmentent encore une fois la sympathie. Donc pour faire un petit résumé simple, si quelqu'un t'aime bien, il a plus de chances d'acheter chez toi. Alors ensuite, une autre composante du principe de sympathie, c'est l'apparence physique. Donc le physique, c'est-à-dire si quelqu'un est d'apparence attirante, ça va aider au principe de sympathie. Généralement, on arrive plus à accorder notre confiance et on accorde des traits très spécifiques aux personnes qui sont d'apparence attirante. D'accord? Donc ça passe par un principe très simple de psychologie qui s'appelle l'effet de halo. Alors
Alors l'effet de halo, c'est quoi? C'est tout simplement qu'un trait de la personne domine la manière dont les personnes le voient. Pour faire simple et sans grands mots, c'est juste que si la personne par exemple va être attirante, on va lui accorder des traits comme l'intelligence, la bonté, la gentillesse ou même d'autres traits qui sont pourtant pas prouvés uniquement parce que cette personne a une apparence attirante. Bon, un exemple très simple de l'apparence physique et l'effet de halo qui augmente la sympathie qu'on a envers les gens, c'est tout simplement en politique. Généralement, ils ont fait donc différentes expériences. Les politiciens qui ont une apparence plus attirante que la moyenne, plus attirante que les autres, ont en moyenne 2,5 fois plus de voix. D'accord? Juste parce qu'ils sont d'attirance plus attirante, ils ont 250% plus de votes que les autres. Et donc ça marche par le effet de halo, que si la personne est attirante, on va lui accorder différents traits caractéristiques qui sont par exemple l'intelligence, l'honnêteté ou encore d'autres traits qui ne sont pourtant pas prouvés. Et évidemment, on le voit aussi dans la société de tous les jours. Par exemple, les personnes d'apparence attirante, par exemple une jolie fille, va avoir plus de chances à être bien traitée, que ce soit dans un magasin, que ce soit dans la rue, par le principe d'effet de halo. D'accord? Ils auront plus de chances d'obtenir des faveurs, ils auront plus de chances d'obtenir ce qu'ils veulent. Et c'est uniquement à cause du effet de halo et de la sympathie par l'apparence physique. Ensuite, une deuxième composante du principe de sympathie, c'est la similarité. Ok, donc bon, c'est très mal écrit, mais la similarité, d'accord? La similarité, ça dit juste que si une personne nous ressemble, et d'ailleurs autant physiquement que dans nos valeurs ou nos manières de penser, ou alors notre situation, quoi qu'il en soit, il faut qu'il y ait une certaine ressemblance. Et donc si cette personne nous ressemble sous un quelconque aspect, on va avoir beaucoup plus de sympathie envers cette personne. Donc là, on le voit directement. Si une personne s'habille de la même manière que nous, on va avoir plus de sympathie envers cette personne. Si la personne vient de la même ville que nous, on aura plus de sympathie envers cette personne. Si la personne supporte le même club de foot que nous, on aura beaucoup plus de sympathie envers cette personne. Vous voyez que c'est juste des ressemblances dans les valeurs, les croyances et l'apparence qui font marcher le principe de similarité, qui augmente la sympathie envers la personne. C'est pour ça qu'on a tendance à être plus attiré par des personnes qui ont des points communs avec nous. Les points communs font marcher le principe de similarité, d'accord? Ce qui fait que si on est similaire à cette personne, encore une fois, tant dans nos valeurs que notre apparence, ça fait qu'on va avoir beaucoup plus de sympathie avec elle. Et ensuite, une dernière composante du principe de sympathie qui augmente encore une fois la sympathie, c'est les compliments. Alors encore une fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir directement un principe du livre qui est la définition des compliments par le principe de sympathie. Ça dit que l'idée que quelqu'un nous apprécie peut, par le sentiment de sympathie qu'elle suscite, être un procédé de persuasion diaboliquement efficace. C'est pourquoi nous entendons souvent ceux qui souhaitent obtenir quelque chose de nous dire des choses flatteuses ou proclamer leurs affinités avec nous. Ça veut dire que quand quelqu'un veut obtenir quelque chose de nous, généralement il va nous faire des compliments parce qu'il a envie de faire marcher le principe de sympathie. Donc là, si on a envie de mettre ça sous stéroïdes, faites en sorte que les compliments que vous allez faire soient honnêtes et sincères. Les gens savent et les gens ont un flair incroyable pour les choses fausses. Si vous leur faites de faux compliments, ils vont directement le voir. Par contre, si c'est des vrais compliments, là ça va faire marcher le principe de sympathie sous stéroïdes. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que l'un des meilleurs moyens de se faire apprécier, c'est de faire des compliments à d'autres personnes dans leur dos, d'accord? Parce que si on leur fait dans leur dos, il y a très peu de chances à ce que ces compliments soient faux. Ça veut dire que ces compliments sont vrais et donc ça fait augmenter le principe de sympathie. Un exemple très simple, et je vous ai déjà parlé de cette personne, c'est Joe Girard. Joe Girard, ce qu'il faisait, c'est que chaque année, il envoyait différentes cartes suivant la saison. Il y a par exemple une carte Joyeux Noël, ou une carte Joyeux Halloween, ou une carte Bonne Année, et quoi qu'il en soit, et invariablement, il envoyait toujours au dos de cette carte, soit vous êtes un ami, soit je vous aime bien. Juste cette phrase-là. Cette phrase-là fait marcher le principe de sympathie à fond. C'est quelque chose qui faisait que les clients, même après avoir acheté chez lui, s'ils avaient besoin d'une voiture, ils revenaient vers Joe Girard. Alors encore une fois, j'ai envie de ressortir un autre passage du livre qui est qu'un trait essentiel de la nature humaine, c'est que nous sommes toujours, presque toujours, prêts à gober n'importe quelle flatterie. Donc nous aimons bien croire le bien que l'on dit de nous-mêmes et nous aimons ce qu'ils disent. Ça veut dire que la réaction aux compliments qu'on nous fait est généralement automatique. D'accord? On est prêt à gober n'importe quelle flatterie que quelqu'un va nous faire. Si encore une fois, elle reste honnête et véritable. Donc si imaginons, je te vois travailler, je te dis putain là ce que tu fais c'est vachement bien. Là tu es très bon dans ce que tu fais. Généralement tu vas être flatté. Et ça va faire quoi? Ça va faire que tu vas plus m'aimer en retour. Le principe de sympathie par les compliments. Très simple. Très bien, donc on a vu le principe de la réciprocité, qui est le premier principe. Deuxième principe qui est la sympathie. Maintenant, on va aller sur le troisième principe qui est le principe d'autorité. C'est quoi? Et encore une fois, ça vient du livre de Robert Cialdini. Ça dit que nous apprenons que l'obéissance aux autorités compétentes est louable et la désobéissance condamnable. Simplement, ce que ça veut dire, c'est que si une autorité te dit de faire quelque chose, tu dois le faire. Et si tu le fais pas, tu vas donc être condamné, tu vas avoir une punition. Ok? Donc c'est tout simplement ça le principe d'autorité. Là, il y a un exemple, une expérience qui a été menée qui est quand même
incroyable. Imaginez, vous participez à une expérience pour mesurer le quotient intellectuel, le QI de quelqu'un. Vous arrivez dans une salle et vous êtes à côté d'un professeur en blouse blanche. À travers une vitre qu'il y a devant vous, vous pouvez voir quelqu'un assis sur une chaise. D'accord? Et donc le professeur vous dit que dès que la personne va répondre à une question de la mauvaise manière, vous allez devoir envoyer une petite décharge à cette personne, une petite décharge électrique. Et qu'à chaque fois que la personne va se tromper, on va augmenter la décharge de 5 volts. Donc vous commencez très simple, vous posez les premières questions à cette personne, la personne répond de la mauvaise manière et donc vous devez augmenter à chaque fois 5 volts. Et à chaque fois, la personne prend un choc électrique. Au départ, la personne prend un choc électrique, ça reste inconfortable, mais elle peut continuer. Et de plus en plus vous avancez, plus la personne répond faux parce qu'avec les chocs électriques, elle n'arrive plus à réfléchir correctement. Et là, ça commence à monter. 105, 120, 130, 150, on monte à 200 volts, d'accord? Donc c'est une prise électrique, 210 volts. Et donc là, la personne commence à souffrir réellement. Elle crie, elle pleure, elle commence à avoir des hallucinations. Et là, ça devient plus possible. Vous dites au professeur, non mais là, on doit s'arrêter, là, c'est pas possible. Le professeur vous dit, non, continuez, ça fait partie de l'expérience. Donc du coup, vous faites quoi? Vous continuez. Continuez à augmenter de 5 volts à chaque fois. On arrive à 250 volts. Ça devient à peine supportable pour la personne. La personne est sur la chaise, elle essaie de s'enlever, elle se débat dans tous les sens. Et pourtant, le professeur vous dit, encore. Vous augmentez à 255 volts, encore. 260 volts, encore. Vous le faites tellement que la personne est inconsciente sur la chaise. La personne est inconsciente et pourtant le professeur vous dit toujours encore. Et donc vous continuez encore et encore à augmenter les volts de 5 et à envoyer des décharges électriques sur une personne qui est inconsciente. Et donc cette expérience qui a testé plus de 200 personnes s'est réellement passée dans la vraie vie. Ce qui s'est passé, c'est que la personne qui était assise dans la chaise était donc un acteur. D'accord? Donc ce que vous envoyez, c'était pas réellement des décharges électriques. Pourtant, ça a prouvé une chose, c'est que par l'autorité, par le principe d'autorité, si le professeur vous dit d'envoyer des décharges à la personne, étant donné qu'il a une figure d'autorité, qu'il a une blouse blanche, vous allez considérer que ce qu'il dit va être correct. Pourquoi? Parce qu'il a une figure d'autorité. Et qu'on vous apprend depuis votre naissance qu'il faut obéir aux personnes avec de l'autorité. Quand vous allez chez le docteur, vous allez obéir au docteur. Quand vous êtes devant la police, vous allez obéir à la police. Quand vous êtes devant vos parents, vous allez obéir à vos parents. Et ça marche depuis votre enfance. Et donc en fait, la personne qui est dans la chaise était un acteur. À chaque fois, elle jouait la comédie. Donc cet acteur jouait la comédie et faisait en sorte de montrer la souffrance. Chaque fois, il faisait en sorte que les chocs soient de plus en plus puissants jusqu'à tomber complètement inconscient. Et cette expérience, c'est Stanley Milgram qui l'a menée. Avec ça, il a montré qu'il y avait plus de 85% des personnes qui continuaient à infliger des chocs électriques 5 volts plus puissants à chaque fois, même quand la personne devenait inconsciente. Elle continuait à appuyer sur le bouton augmenter de 5 volts, appuyer sur le bouton augmenter de 5 volts. Pourquoi? Parce que le professeur en blouse blanche l'y obligeait. Et donc ça, vraiment, c'est l'un des exemples les plus puissants qu'il existe pour démontrer le principe d'autorité. Maintenant, l'autorité passe aussi par plusieurs choses. On a une première composante du principe d'autorité qui est l'autorité par les titres. Alors l'autorité par les titres, qui est aussi appelée l'autorité crédible, c'est juste qu'on accorde de la fiabilité et de la confiance à quelqu'un qui va avoir un titre spécifique. Pourquoi? Parce que les titres démontrent compétence et fiabilité. Là, quand on parle de titre, on parle par exemple de quelqu'un qui va être ingénieur ou qui va être docteur. C'est l'un des symboles d'autorité les plus difficiles à obtenir, mais c'est pourtant un des symboles d'autorité les plus faciles à voler. Donc tous les gens qui se prétendent tel ou tel titres vont essayer de faire marcher le principe d'autorité par ça. Mais par contre, il y a dans un sens l'obtenir, qui est quand même assez difficile, et pouvoir le voler, qui est assez facile, mais qui n'est pas éthique. Donc là, l'un des exemples parfaits de l'autorité par les titres, c'est l'obéissance mécanique que toutes les infirmières accordent au docteur. Si le docteur dit de faire quelque chose, de mettre telle dose de produit dans le patient, les infirmières vont juste le faire en disant « c'est le docteur qui l'a dit, on obéit ». Ensuite, une autre composante du principe d'autorité, c'est l'autorité par les vêtements. Donc là, l'autorité par les vêtements, c'est très simple. C'est juste que les vêtements vont apporter un symbole d'autorité qui déclenche une persuasion automatique. D'accord? Imaginons quelqu'un vient vous voir en uniforme de policier ou de militaire et vous dit de faire quelque chose, il va directement avoir l'autorité. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, ce principe d'autorité, qui peut être utilisé par les titres et par les vêtements, peut s'utiliser en vente de plusieurs manières. Déjà, imaginons que vous allez avoir un rendez-vous client pour des services de marketing et vous allez pouvoir dire, bah tiens, moi j'ai un master en marketing, j'ai tel titre, tel titre, tel titre, et on va pouvoir augmenter l'autorité que vous avez et donc du coup les compétences perçues et la fiabilité perçue que vous avez et pouvoir faire en sorte que le client vous perçoive plus comme une figure d'autorité. D'accord? Donc ça c'est par rapport au titre. Ensuite, si vous êtes habillé de la même manière qu'une personne qui a réussi, ça va augmenter votre autorité par les vêtements. Maintenant, l'une des techniques qui marche le plus en vente pour augmenter son autorité, c'est d'asseoir son honnêteté et sa fiabilité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliciter un défaut que nous ou notre entreprise a. Donc si on explicite nous-mêmes un défaut, ça fait que tout ce qu'on va dire après va être considéré comme plus vrai. Si on dit la vérité, si on est honnête dès le début en disant bah tiens, ok, nous on est meilleurs dans ce domaine-là, par contre on a tel défaut. Et donc en faisant ça, en explicitant un défaut que toi ou ton entreprise a, ça va asseoir ton honnêteté. D'accord? Donc tu vas paraître honnête pendant toute la durée de l'appel.
et ça va aussi augmenter ton autorité. Et rapidement, si tu es un solopreneur ou freelance faisant en dessous de 5 000 € par mois ou que tu comptes te lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, on adorerait t'aider. L'équipe d'Indépendance Network et moi avons créé ce qu'on appelle le Bootcamp 28 jours gratuits. C'est un bootcamp de 4 semaines où on va t'apprendre toutes ces techniques et plus en appel live 2 fois par semaine. Et en plus de ça, il y a aussi plein de bonus super cool que je suis sûr que tu vas adorer. Et bien sûr, ce bootcamp est fait pour être gratuit sous certaines conditions. Alors si ça t'intéresse, clique sur le lien en description. Et sinon, je te laisse profiter du reste de la vidéo. Bon, très bien. Donc on a vu les 3 premiers principes qui sont la réciprocité, la sympathie et l'autorité. Maintenant, on va aller sur le 4e et dernier principe, qui est le principe d'engagement et de cohérence. Ça se divise vraiment en fait en 2 principes. Le principe d'engagement, c'est que faire un choix renforce l'idée que celui-ci est le bon choix. Quand vous allez faire un premier choix, et ensuite vous allez trouver des justifications pour dire que ce choix est le meilleur choix que vous puissiez faire. Donc ensuite, il y a le principe de cohérence, qui est que une fois une décision faite, donc une fois un choix fait, nous réagissons de façon à ce que nos actions soient en cohérence avec cette décision, de façon à justifier nos décisions antérieures. En fait, ce que ça veut dire, c'est très simple. Le principe d'engagement va faire en sorte que une fois que vous prenez une décision, vous allez vous engager sur cette décision. Et le principe de cohérence dit que une fois que vous avez fait cette décision, cette première décision, non seulement vous allez être engagé, mais en plus vos prochaines actions vont être en cohérence avec le premier choix que vous avez fait. D'accord? Donc le cerveau humain aime bien rester cohérent avec ce qu'il a dit avant. Et donc ça peut mener à différents processus qu'on va développer juste en dessous. Alors déjà, par rapport à la cohérence, il y a quelque chose d'incroyable qui a été démontré. Ça s'appelle la cohérence aveugle. Ça veut tout simplement dire qu'une personne peut prendre des choix inconsidérés, des choix fous qui normalement ne lui ressemblent pas, juste pour rester cohérent à une décision passée. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire par exemple en vente? Ça veut tout simplement dire qu'un client va vous dire par exemple, ok, je suis prêt à partir, je suis prêt à faire ça, je suis prêt à devenir le meilleur, et ensuite il va devoir rester cohérent avec ce qu'il vient de dire. D'accord? Donc vous pouvez poser des questions très ciblées pour faire dire au client ce genre de mots, ce genre de phrases. Ensuite il va rester cohérent avec ce qu'il a dit juste avant. Imaginons il vous dit je suis prêt à partir et qu'en fait plus tard il découvre que le prix marche pas, qu'une fonctionnalité va pas forcément être optimale pour lui. Ce qu'il y a, c'est qu'il va quand même rester cohérent avec ce qu'il a dit avant. Il essaye au maximum de rester cohérent. Et donc du coup il va trouver des moyens pour rester cohérent. Et donc cette cohérence aveugle va lui dire même s'il n'est pas en capacité, imaginons, d'acheter votre produit, même si ça va le mettre dans la mouise, d'accord, pour pas dire autre chose, ça fait qu'il va prendre une décision aveugle et qui va être sûrement inconsidéré par rapport à sa situation. Mais donc ça, on peut l'utiliser du coup de la bonne manière pour pouvoir aider les clients à faire le bon choix. Alors ensuite, il y a quelque chose de très connu qui s'appelle d'un sens la dynamique de consentement et de l'autre la règle des 3 oui. La règle des 3 oui, donc qui est pas tellement compréhensible comme ça, et donc on va l'appeler plutôt la dynamique de consentement. Et donc cette règle des 3 oui a été définie par 2 principes. Déjà, c'est que le cerveau aime bien les triades, d'accord, les choses qui marchent par 3. Donc si on pose 3 questions à la personne et qu'elle répond oui à ces 3 questions, ça fait que le cerveau va plus apprécier si on lui pose 3 questions plutôt que si on lui en pose 4, par exemple. Ça va être quelque chose qui va plus coller au mécanisme psychologique qui est à l'intérieur. Et donc le deuxième principe par lequel la règle des 3 oui marche, c'est la dynamique de consentement. Ça fait que la personne va dire oui, oui, et donc là il y a peu de probabilité que sur le 3e oui elle vous dise non, parce qu'elle a beaucoup accepté avant, et donc là elle va continuer dans cette dynamique, d'accord, dans cette inertie des oui, pour pouvoir dire oui à la 3e demande. Donc le but dans la règle des oui, c'est tout simplement poser une première question où la personne va répondre oui. Par exemple, tu veux pouvoir réussir? Oui. Deuxième question, pour pouvoir renforcer cette idée, est-ce que tu es prêt à prendre des risques pour réussir? Oui. D'accord, donc la personne répond encore une fois oui. Et ensuite la 3e, où là on veut le oui, là on veut absolument le oui. Ok, est-ce que du coup tu es prêt à partir avec nous? Oui. Et donc là, c'est là qu'on a gagné. C'est comme ça qu'on fait marcher la règle des 3 oui. Alors maintenant, après la règle des 3 oui, on va voir une deuxième technique qui s'appelle la technique du pied dans la porte. D'accord? C'est une technique qui était beaucoup utilisée quand on faisait du porte-à-porte et qu'on allait vendre quelque chose en porte-à-porte. Alors là, la technique du pied dans la porte, c'est l'inverse de la technique de rejet-retrait qu'on avait vu juste avant. Donc on se rappelle, la technique de rejet-retrait, c'est présenter une grosse requête qui va probablement être refusée, ensuite présenter une plus petite requête qui font donc marcher le principe de concession réciproque. Donc cette deuxième requête qui est plus petite, plus raisonnable, va donc être probablement accepté. Maintenant, la technique du pied dans la porte, ça fait marcher le principe d'engagement et de cohérence. Donc la technique du pied dans la porte, c'est quoi? C'est qu'on va tout simplement présenter une petite requête, une requête peu coûteuse qui va probablement être acceptée. Et après ça, donc en faisant marcher le principe d'engagement et de cohérence, on va demander une plus grosse requête, et cette plus grosse requête aura plus de chances d'être acceptée parce que la personne a accepté la petite requête d'abord. Donc, par les mots de Robert Cialdini, encore une fois, technique du pied dans la porte consiste à faire une demande peu coûteuse qui sera vraisemblablement
vraisemblablement accepté, suivi d'une demande plus coûteuse. L'acceptation de la première demande augmente les chances que la seconde soit acceptée via le phénomène d'engagement et de cohérence. Un exemple très simple de la technique du pied dans la porte, donc encore une fois ça va rester en porte-à-porte, c'est quelqu'un qui à l'époque essayait de faire de la publicité pour son agence immobilière. Il allait en porte-à-porte et il demandait d'abord, tiens, est-ce que ça vous dérangerait de répondre à ce petit questionnaire? Petit questionnaire très simple, voilà, quelques lignes. Les personnes disaient généralement oui, pas de problème, je vais répondre à ton petit questionnaire. Et ensuite ce qu'il faisait, c'est bah tiens, maintenant que vous avez répondu à ce petit questionnaire, est-ce que vous accepteriez de mettre un petit panneau devant votre maison pour en gros faire de la publicité pour son agence immobilière. Et donc là, avec cette technique du pied dans la porte, où on fait une demande peu coûteuse qui est remplir le formulaire et ensuite une demande beaucoup plus coûteuse qui est de mettre carrément un panneau publicitaire devant leur maison, on fait marcher le principe d'engagement et de cohérence. On a accepté une première fois une demande peu coûteuse, donc maintenant on accepte la demande plus coûteuse. Évidemment, c'est pas 100% de réussite, mais ça augmente tout de même les chances. Si vous faites ça à 100 personnes, vous aurez plus de chances que la personne accepte de mettre le panneau après avoir rempli le formulaire, plutôt que si vous demandez juste directement est-ce que je peux mettre un panneau publicitaire devant chez vous. Donc maintenant, ça on peut utiliser différentes manières en vente. On peut par exemple demander à quelqu'un de remplir un petit formulaire avant de le prendre en appel. Ensuite, un principe important du principe d'engagement et de cohérence, c'est qu'un engagement qui a demandé des efforts, beaucoup d'efforts et beaucoup de souffrance, va être un engagement qui va être plus long terme. D'accord? Donc pour faire simple, plus un engagement a demandé d'efforts et de souffrance, plus la personne sera engagée et aura un comportement adapté. Et c'est pour ça que donc tous les magasins de luxe vont mettre des processus de qualification. D'accord? Ils vont faire en sorte que ça demande beaucoup d'efforts pour pouvoir acheter leurs produits. Parce qu'une fois qu'on arrive à passer ce palier-là, qu'on a été à travers toutes les souffrances, tous les efforts d'avant, on se dit bon bah tiens, maintenant que je suis arrivé jusqu'ici, autant continuer et acheter le produit, même si c'est 5000 € plus cher que ce que je voulais. Aussi un exemple très simple qui vient tout simplement des étudiants, c'est ce qu'on appelle le bizutage. Tous les efforts et les souffrances créés par le bizutage créent un sentiment d'appartenance forte au groupe. Donc une fois que le bizutage a été terminé et que l'élève, l'étudiant fait partie du groupe, il va avoir un sentiment beaucoup plus fort d'appartenance. Et ça fait marcher le principe d'engagement. Donc maintenant, une autre technique qui fait marcher le principe d'engagement et de cohérence, c'est la technique de l'amorçage. Donc la technique d'amorçage, c'est quoi? On va reprendre encore une fois les mots de Robert Cialdini directement. La technique de l'amorçage consiste à promettre un avantage qui sera ensuite retiré pour amener à faire une décision et s'engager. Une fois la décision prise, le futur acheteur aura tout le temps de se donner d'autres raisons de vouloir le produit et ainsi renforcer sa décision. L'avantage retiré ne changera donc pas la décision. Donc en fait, l'amorçage, qui est pas forcément éthique, d'accord, dans la vente, c'est qu'on va promettre un avantage à quelqu'un. Voilà, par exemple, ils ont fait ça avec les vendeurs d'automobiles. Donc par exemple, le vendeur automobile va dire je vous fais une remise de 700 € sur la voiture. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va dire tiens, mince, on a fait une erreur dans les calculs, le GPS va coûter 700 € de plus. Au final, il n'a rien changé. C'était que des mots et il a amorcé la personne par la technique de l'amorçage. Il leur a dit bah tiens, vous pouvez avoir une remise de 700 €. Du coup, la personne a pris la décision d'acheter, elle s'est engagée, d'accord? Et ensuite, étant donné qu'elle s'est engagée, même si on a retiré l'avantage, voilà, on a rajouté le GPS, erreur de calcul, il coûte 700 € de plus, donc en soi, moins 700 plus 700, on revient exactement au même, il n'y a plus aucun avantage. Mais étant donné que la personne s'est déjà engagée, dans cette tête, elle s'est dit, bah tiens, je m'engage à prendre cette voiture. Ça va faire marcher derrière le principe d'engagement et donc de cohérence. J'ai dit que je voulais cette voiture, donc je vais être cohérent avec ce que j'ai dit. Je veux vraiment cette voiture. On va trouver d'autres moyens de justifier le fait de vouloir la voiture, d'accord? Donc ça, c'est la technique de l'amorçage. Ça fait que si on met un avantage pour attirer la personne et faire en sorte que la personne prenne la décision d'acheter, ensuite, même si on retire cet avantage-là, la personne va toujours vouloir acheter la voiture. Elle va trouver d'autres moyens de justifier l'achat de la voiture. Donc ça, j'ai pris l'exemple des voitures, mais ça marche évidemment avec n'importe quel produit. Encore une fois, ça, la technique de l'amorçage, c'est à utiliser avec discernement et éthique. D'accord? C'est quelque chose qui marche très bien, mais c'est aussi quelque chose qui peut être très dangereux et qui peut beaucoup jouer sur la réputation de votre business. Alors ensuite, une dernière technique qui peut aider à faire marcher l'engagement et la cohérence, c'est le rappel de l'engagement. Donc en fait, le but avec le rappel de l'engagement, c'est de rappeler à la personne qu'elle a pris un engagement par le passé. En faisant ça, on fait plusieurs choses. Déjà, on va renforcer l'engagement, d'accord? Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on rappelle l'engagement qu'une personne a pris par ses propres mots. D'accord? Donc on lui dit, bah tiens, par le passé, tu m'avais dit que tu voulais faire ça. Tu n'as pas changé d'avis, tu n'es pas incohérent avec ce que tu m'as dit avant. D'accord? Tu t'es engagé. Donc là, avec ce principe d'engagement et de cohérence, en rappelant l'engagement qu'une personne a prise,
on va non seulement renforcer cet engagement, qui va être encore plus puissant qu'avant, mais en plus de ça, on va réactiver le pouvoir de cet engagement. Donc là, même si on est dans une autre situation, on rappelle l'engagement qu'une personne a prise, ça va renforcer de 1 cette décision, ça va renforcer cet engagement, et de 2, ça va diriger son comportement en direction de cet engagement. Donc là, juste faire ça, c'est très simple à utiliser en vente. C'est que si, imaginons, vous faites marcher avant la règle des 3 oui, où la personne vous dit, bah tiens, je suis prêt à partir avec vous, vous continuez la discussion, et là, vous arrivez au prix, et la personne vous dit, ah ouais, non, en fait, là, le prix, c'est chaud, donc je peux pas. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez dire, bah tiens, je pensais que vous m'aviez dit que vous étiez prêt à partir avec nous. Je pensais que vous étiez prêt à devenir le meilleur, que vous étiez prêt à prendre des risques pour faire ça, et du coup que vous étiez prêt à partir avec nous. D'accord? Donc les 3 questions de la règle des oui, on peut les ressortir pour faire un rappel de l'engagement. Et donc là, dans son esprit, elle va vouloir rester cohérente avec ce qu'elle a dit avant. Donc ça, c'est les 4 techniques qu'on peut utiliser pour faire marcher l'engagement et la cohérence. C'est l'un des principes les plus puissants en psychologie. Et d'ailleurs, l'engagement et la cohérence marchent encore plus chez les personnes qui sont plus âgées. La science a démontré qu'une personne plus âgée va avoir beaucoup plus de temps dans sa vie pour se dire, bah tiens, quand je m'engage réellement et je reste cohérent avec ce que j'ai dit avant. D'accord? Et donc, plus il y a cet entraînement mental qui est fait, plus la personne va être donc âgée, avoir de l'expérience, plus ce principe d'engagement et de cohérence va marcher. Ça va marcher peut-être un peu moins chez des personnes qui vont être beaucoup plus jeunes. Bon, donc on a vu 4 principes. Premièrement, le principe de réciprocité, qui dit que si on rend une faveur à quelqu'un, cette personne veut nous rendre une faveur en retour, même si le niveau d'effort de ces différentes faveurs va être très différent. Et donc là, si on veut faire marcher ce principe de réciprocité, on peut utiliser la technique de rejet-retrait ou des concessions réciproques. Ensuite, le deuxième principe, qui est le principe de sympathie, qui dit qu'une personne a plus de chances de faire ce qu'on lui dit si cette personne-là nous aime bien. Donc là, vous pouvez utiliser le principe de l'apparence physique, d'accord, avec le effet de halo, qui dit qu'une personne qui va être attirante, qui a un trait qui domine, ça va augmenter les autres caractéristiques de cette personne. Donc là, si une personne est belle d'apparence, ça va augmenter son intelligence perçue, sa bonté, son honnêteté, ses capacités de travail. Donc ça fait marcher du coup l'effet de halo. Donc ça, l'apparence physique, vous pouvez utiliser votre apparence physique ou alors l'apparence physique d'autres personnes. Quelque chose aussi qui peut marcher au niveau du marketing. Ça a été démontré, une pub qui contient des personnes d'apparence physique plus attirantes va beaucoup plus marcher. Ensuite, il y a le troisième principe qui est le principe d'autorité, qui dit qu'il y a plus de chances que les gens fassent ce que tu leur demandes si tu es considéré comme une figure d'autorité. Donc là, vous pouvez utiliser l'autorité par les titres et l'autorité par les vêtements. Ensuite, on a le 4e et dernier principe qui est le principe d'engagement et de cohérence. L'engagement qui dit que faire un choix renforce l'idée que ce choix est le bon, et la cohérence qui dit que les humains aiment rester cohérents avec leurs décisions passées. Et donc là, pour faire marcher le principe d'engagement et de cohérence, vous pouvez utiliser 4 différentes techniques qui sont la règle des 3 oui ou dynamique de consentement, la technique du pied dans la porte, la technique de l'amorçage et le rappel de l'engagement. Ces 4 principes sont quelques principes qu'on peut utiliser en vente et même dans la vie de tous les jours par n'importe qui et à tout niveau. Et évidemment, c'est à utiliser de manière éthique et responsable. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, pense à liker et à t'abonner pour ne pas rater les prochains secrets que je vais te donner. Donc si tu veux aller plus loin dans la psychologie humaine, tu peux aller voir une autre vidéo que j'ai faite sur les profils psychologiques. Tu vas apprendre comment les identifier et comment réagir aux différents profils psychologiques que tu vas rencontrer. Alors si ça te paraît intéressant, je te laisse cliquer juste ici pour aller voir cette vidéo sur les profils psychologiques.